Micro ouvert. Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro le est micro ouvert, est c'est à toi. ouvert, à toi. Oh, oh. Découvert pour moi d'un lieu que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle l'ISELP, ISELP, qui veut dire Institut supérieur pour l'étude du langage plastique. Ça a été fondé en 1971 et ça se trouve boulevard de Waterloo numéro 31. Vous voyez la porte de Namur, vous voyez les cinémas qui se trouvent là, les uns à côté des autres. Eh bien, l'Institut supérieur pour l'étude du langage plastique, l'ISELP, se trouve en face des cinémas. Vous savez, là où il y a tous les magasins chicos. Eh bien, c'est là. Je vais vous lire la mission qu'il se donne. La mission de l'ISELP est double. Développer une réflexion critique sur l'art contemporain et sensibiliser le public aux divers modes d'expression artistique. L'ISELP se conçoit comme un lieu de découverte et de compréhension de l'art contemporain au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique et sur le plan international. Centrée sur les arts visuels, la programmation s'ouvre aussi aux autres disciplines, art vivant, architecture, cinéma, nouveaux médias, design, etc., dans le contexte d'un décloisonnement général des pratiques contemporaines. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, même si vous existez déjà depuis longtemps, puisque moi, c'est seulement aujourd'hui là que je fais votre connaissance. Et je trouve que c'est un lieu intéressant. Pourquoi ? Oui, ça, c'est voilà, c'est mon idée. C'est vraiment dans un endroit. C'est même pas un quartier, quoi. C'est des magasins chicos les uns à côté des autres. Ça vaut la peine de créer à cet endroit-là un échange. Voilà. La question que je me pose, c'est comment ça se fait que cet endroit, on n'en parle pas plus. Voilà, comment ça se fait, je me le demande. On n'est pas censé savoir qu'il y a un endroit là où il n'y a pas une bonne diffusion de ce qui se fait là, point d'interrogation. Enfin, en tout cas, moi qui fais aussi un agenda culturel sur Radio Campus, eh bien, je n'ai jamais entendu parler de l'ISEL, quoi. Voilà, donc j'en profite vraiment pour faire parler cet endroit qui se trouve boulevard de Waterloo numéro 31. Allez-y, ça vaut la peine, il y a une très belle lumière, les gens accueillants, ça vaut la peine d'aller jeter un œil ou deux. Alors, vous m'entendez bien ? Vous êtes sûr ? D'accord. Avant de commencer, moi je m'appelle Émilie, il y a certains visages familiers là dans la pièce, ça fait extrêmement plaisir de reconnaître autant de visages qui émanent de contextes d'ailleurs différents et aussi de voir des nouveaux visages pour pouvoir présenter une manière de faire la photographie qui est thérapeutique, même s'il ne s'agit pas de psychothérapie à proprement parler. Et avant de commencer, je voudrais remercier Caroline qui est là. Je ne sais pas si tu veux te lever. Caroline qui a vraiment organisé le festival Art et Alpha et qui a donc proposé à Laurent, qui vient de nous parler, qui représente l'ISELP, qu'on puisse présenter le projet Belle comme une image, dont vous avez une des images phares qui est souvent choisie pour présenter ce projet. Parce qu'elle est peut-être un peu interpellante pour différentes raisons. Donc, je vais essayer de vous expliquer, en tout cas de vous introduire, de vous faire voyager un peu dans la photographie. Une photographie qui apaise, une photographie qui permet de se sentir mieux, qui permet de se découvrir, qu'on peut donc appeler la photographie thérapeutique cet après-midi, en vous faisant découvrir ce projet qui a été mené dans 5 associations dans Bruxelles, à chaque fois avec des groupes de femmes et donc des groupes d'alphabétisation aussi. Donc autant dire que c'était des groupes où les femmes venaient d'horizons différents. J'ai eu d'abord des groupes où il y avait quasiment que des femmes marocaines qui venaient presque toutes de la même région du Maroc. Et puis au fil des expériences, j'ai systématiquement insisté pour essayer d'avoir plus de mixité dans les groupes, jusqu'à un dernier groupe où effectivement on y est arrivé, et vous allez le voir dans les images, où on avait donc une personne de Haïti, une personne du Cameroun,
des Belges, une Algérienne. Et donc, vous allez voir que ça a quand même une incidence sur le résultat en termes d'image. Donc, on va voir ensemble comment, en fait, quand on parle de photographie thérapeutique, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est l'imaginaire. Parce que la photographie, elle est réelle, elle ressemble très très fort au réel, mais elle est aussi très imaginaire. Et ça, je vais essayer aussi de vous le faire vivre un petit peu cet après-midi. Donc, l'imaginaire va être central dans ce que je vais vous raconter. Il est central parce que c'est par l'imaginaire qu'on est relié à la réalité. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'imaginaire, on aurait du mal à se représenter la réalité. C'est, pour le dire autrement, que c'est vraiment notre imaginaire, c'est la manière dont on imagine les choses qui conditionne le regard qu'on pose sur les choses et qui va faire qu'à un moment, on se sent bien dans notre existence, qui va faire que les choses nous semblent avoir du sens, qui va nous faire sentir que peut-être que la vie vaut la peine d'être vécue. Et quand on va moins bien, et que l'imaginaire est un peu esquinté, on n'arrive plus à avoir l'impression que la vie vaut la peine d'être vécue. Et tout ça, en fait, c'est essentiellement visuel et essentiellement une question d'expérience. Et dans l'expérience, il y a 80% de visuel. Donc l'image peut jouer un rôle important là-dedans aussi. Alors, pour commencer, je vais vous projeter des images. Ici, une dizaine d'images. Je vais vous demander de les regarder, si possible en silence. Je vais les projeter 3 fois. Donc on va prendre le temps de les regarder, vous allez les voir 3 fois. Et je vais simplement vous demander de les regarder et puis peut-être d'essayer d'en choisir une et de la mémoriser. Ok, donc je vais les passer. Donc simplement vous les regardez, il y en a une dizaine. Vous les regardez en silence et puis à un moment donné, vous allez voir qu'il y en a peut-être une qui vous intéresse plus que les autres. Il n'est vraiment pas important, voilà, ça commence, de savoir pourquoi on va choisir l'une plutôt que l'autre. En fait, il n'y a rien de spécial à faire. Il suffit simplement de les regarder, simplement de se laisser penser à quelque chose, si jamais il y a quelque chose qui émerge, ou à rien du tout, si c'est seulement une couleur ou un détail qui attire votre regard, et puis prendre confiance dans le fait que regarder une image, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus familier, et puis vous pouvez en choisir une. Et vous inquiétez pas, là on arrive à la 10e et je vais vous les repasser. On va les regarder encore 2 fois, donc vous avez vraiment le temps de choisir quelque chose. C'est ça qui est assez phénoménal aussi dans une photo, hein. C'est ça qui est assez extra, c'est que dans une photo c'est à la fois très ordinaire hein, et qu'en fait c'est très très simple de regarder quelque chose. Et quelle que soit l'image qu'on regarde, il y a toujours quelque chose qu'on reconnaît. Toujours quelque chose en quoi on peut se retrouver. Et donc vous pouvez continuer à regarder et peut-être que vous avez déjà choisi quelque chose. Est-ce que tout le monde a choisi? Est-ce que je repasse encore une fois hein? Je repasse encore une fois. Donc essayez de vous souvenir de ce que vous avez choisi. Voilà, vous y êtes? Vous avez quelque chose en tête? Donc, vous avez mémorisé une photo. Je vais simplement vous poser des questions. Et donc, vous essayez d'y répondre. Et puis après, si vous avez envie, on partagera un petit peu. Demandez-vous un petit peu pourquoi cette photo-là? Pourquoi vous avez choisi cette photo-là en particulier? Si ce qui est à l'écran vous dérange, vous pouvez fermer les yeux ou regarder vos genoux ou vos mains ou regarder ailleurs. Là, vous avez quelque chose de neutre. Mais pourquoi cette photo en particulier? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisie? Et pourquoi cette photo-là aujourd'hui? Quand vous y pensez, quand vous la visualisez, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette photo en particulier qui vous a attiré? Un détail? Ou est-ce que c'est une impression? Ou est-ce que c'est la photo en général qui vous a attiré? Essayez de vous souvenir de ce qui vous a peut-être attiré dans cette photo. Est-ce qu'on peut donner son avis? Non, c'est un voyage pour vous. Après, pour vous, c'est une photo de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette photo? Une autre question aussi qui est parfois intéressante, c'est est-ce que cette photo que vous avez choisie, là, est-ce qu'elle pourrait être le reflet d'une émotion en particulier? Et cette émotion,
Est-ce que c'est une émotion qui vous est très typique ou est-ce que c'est une émotion qui est liée à quelque chose que vous vivez actuellement? D'où sort cette émotion? Alors, je vais vous les repasser une quatrième fois, et comme ça, vous allez pouvoir re-regarder maintenant l'image que vous avez choisie. Et je vous demande d'observer si c'est tout à fait ce que vous aviez en tête à l'instant, ou si vous voyez des différences ou des détails que vous aviez oubliés, et de voir un petit peu si ça fait une différence pour vous de voir que c'est pas tout à fait la même chose que vous aviez en tête. Ok, on y va? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut un peu partager ce qui se passe par rapport à cette photo, ou alors si je continue. Pour ma part, dans ce genre de choses, j'ai remarqué que souvent, à partir du moment où je intériorise une photo et que je la revois, souvent il y a des détails qui changent, que les émotions associées à une photo varient, elles peuvent aussi changer, que le choix qui est porté sur une photo est toujours différent d'un jour à l'autre, que l'émotion qu'on peut avoir par rapport à une photo n'est pas nécessairement toujours la même. Et donc, qu'en fait, quand on regarde une photo, on peut avoir l'impression d'avoir vu quelque chose, et puis quand on la regarde 2 minutes après, on se rend compte même que ce qu'on avait vu n'est même pas dans la photo, et que donc le rapport à la photographie, autant elles ont l'air objectives, ça veut dire, je ne sais pas si quelqu'un choisit cette photo-là. Oui? Qui l'a choisie? Ok. Je ne sais pas ce que tu y vois. C'est une photo de quoi pour toi? De femmes dans une situation de complicité. Donc 2 femmes dans une situation de complicité, et pour vous? Oui, c'est un moment de partage. Entre 2 femmes. Oui. Et ces femmes se connaissent? On a l'impression que oui. C'est pour vous, ce sont des femmes d'une même famille, ou est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles font? C'est intéressant parce que pour avoir montré... Demander une avis. Oui. Voilà ce que par exemple Emma, elle voit. Donc c'est comme si elle demandait un avis. Moi, les réactions sont très différentes. Donc, tu dis des copines. Moi, je vois une mère et sa fille. J'ai déjà eu des réactions notamment un groupe de femmes africaines qui étaient choquées par cette photo. Aussi au niveau du nombril, est-ce qu'il y a un piercing ou pas? Enfin, et c'est vraiment étonnant, les perceptions sont différentes. Et finalement, quand on prend le temps donc la photographie, c'est très réel. On n'a aucun doute, personne n'a de doute ici, a priori, sur ce qu'on voit. On est tous immédiatement persuadés de ce qu'on voit. On y croit. Ces femmes ont existé, elles sont là, elles sont mobilisées. Pas de doute là-dessus. Par contre, donc ça, c'est vraiment l'impression de surface, que c'est bien réel. Par contre, quand on commence à rentrer dans l'image, il y a quelque chose de totalement subjectif, où il y a cette espèce d'activité de projet, où on projette tout et n'importe quoi, et qui sont des choses terriblement personnelles. Parce que ça ne peut être que terriblement personnel. Et c'est souvent, au travers de détails, que cette espèce d'activité projective commence à s'activer. Ce qui fait que, par exemple, une très grande photographe comme Diane Arbus, qui photographiait les marginaux dans les années 70, elle disait, quand elle partait en faire des photos, que les choses ne sont jamais comme on le dit ou comme on nous l'a dit, mais que c'est ce qu'elle n'avait jamais encore vu qu'elle allait reconnaître en faisant des photos. Alors dans une phrase comme celle-là, c'est sûr que finalement, quand on fait une photo, on ne sait pas tout à fait. On sait par exemple qu'on va aller photographier des choses, mais on ne sait pas tout à fait vraiment ce qu'on pourrait bien y reconnaître. Si on commence à s'intéresser à ce qui peut se passer d'émotionnel et d'imaginaire à propos des photos. Ok ? C'est comme ça que je voulais vous dire que le réel, donc, n'est pas... je vais changer de photo. Oui, là, ça était justement un très bon exemple d'une photo, donc d'une femme que j'ai faite en atelier. Et pour vous dire que parfois, il y a vraiment comme des surprises entre le moment où on reconnaît quelque chose et puis ça peut évoluer. Donc par exemple, cette femme, qu'on a fait la photo ensemble, elle a décidé de voiler son visage parce qu'elle savait que ça allait être exposé, donc c'est un choix qu'elle a fait. Mais donc c'est avec cette femme-là que j'ai fait en photo. Et puis, une fois qu'on a mis la photo sur la table, une semaine après, elle ne s'est pas reconnue. Et c'est toute cette espèce de paradoxe entre ce qu'on voit, ce qu'on reconnaît, ce qu'on trouve dans la réalité. Je ne sais pas ce qui s'est passé, toujours est-il qu'une fois qu'elle a redécouvert la photo une semaine plus tard, je pense qu'au moment où elle l'a faite, elle oubliait presque qu'elle se mettait sous le voile pour différentes raisons. Donc à mon avis, elle s'imaginait tellement fort qu'elle voyait presque son visage. Mais la semaine d'après, à froid,
elle m'a dit, avec des émotions, hein, c'était de la colère, hein, où est-ce qu'elle est ma photo? Tu n'as pas ramené ma photo. Et moi, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de photos comme ça sur la table, donc je ne savais plus qui était sous le foulard. Hein. Mais donc on est vraiment là-dedans, c'est qu'on ne sait pas en fait ce qu'on va trouver dans une photo. Mais ce qu'on va trouver, c'est des choses à la fois très objectives et très personnelles. Donc cette photo-là est vraiment intéressante d'imaginer que même celle qui pose dedans, à un moment donné, se reconnaît et à un moment donné ne se reconnaît plus. Et donc on peut s'apprivoiser aussi dans une photo de manière intéressante. Il a fallu qu'elle se reconnaisse, mais ça devenait difficile. Oui. Alors, c'est donc l'imaginaire, il est question d'imaginaire dans les photos, et il est question aussi bien sûr de réalité, au sens que quand on dit par exemple que la réalité n'est pas un cadeau, vous allez me dire oui on le sait, il y a tous des moments où on galère dans la vie. Mais ce que je veux dire c'est que la réalité, c'est pas quelque chose qui est posé et qui nous est donné immédiatement. Si on appréhende la réalité et si on reconnaît les choses, c'est parce que justement on y projette du sens. C'est comme s'il y avait d'un côté, à l'intérieur de nous, toute une réalité intérieure et qui est avec nos ressentis, nos émotions, tout ça, et à l'extérieur, il y a la réalité. Et entre les deux, il y a une fracture, c'est la fracture du réel. Hein, et vous le savez tous, qu'il y a des moments, en particulier quand on n'est pas très en forme, tout d'un coup, comme ça peut s'effondrer, on ne sait plus s'en sortir, on n'arrive plus à aller vers l'extérieur. Et donc, ce qui permet de faire le pont entre la réalité à l'intérieur et la réalité à l'extérieur, c'est cet imaginaire. Et cet imaginaire, c'est un mouvement qui est porteur d'images. C'est la manière dont tout d'un coup, on se représente les choses. Et donc ça, c'est un petit peu pour vous le dire autrement, une photo comme celle-là. Se dire que finalement, comment est-ce qu'on construit notre rapport à la réalité? On le construit de manière expérimentale. Et alors, donc il y a Winnicott, qui est un pédopsychiatre, qui dit, par exemple, que la plupart des mamans, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, à un moment donné, peuvent donner à leur tout petit bébé un bout de tissu, ou vraiment, on parle vraiment quand il est petit, là elle est déjà grande, mais que la plupart donc, des mères donnent à leur enfant, je le cite, hein, donc un objet particulier, en attendant, et c'est en général le cas, à ce que le bébé s'y attache avec passion. Et donc c'est vraiment une expérience intéressante parce que qu'est-ce qui se passe? Le bébé, il commence à en fait investir cet objet en relation à sa mère et en fait c'est toute cette activité imaginaire et de projection qui commence à se représenter ce qui lui arrive par une expérience qui est tactile et qui est associée à du visuel. Et donc c'est ce mouvement de projection imaginaire qui se met dès le départ dans les toutes premières relations en route en fait et qui est très fortement conditionné par un climat relationnel. Et c'est quelque chose ensuite, c'est une manière de faire, une manière en fait d'être tout le temps dans la réalité et de sentir que les choses nous plaisent ou nous déplaisent, et d'être dans un rapport assez créatif en fait à la réalité. Ça, c'est quelque chose qui continue, qui perdure. Alors au début, c'est avec des toutes petites choses, des jouets. Il y a, c'est quand même ce phénomène des doudous qui peut perdurer assez tard. Moi, j'ai déjà vu des adolescents qui revenaient avec des doudous pour faire des photos et tout. Mais là, c'est une photo qui est intéressante parce qu'on pourrait se dire de nouveau, bah voilà, c'est une photo. Donc c'est une photo, c'est littéral. C'est une photo de quoi? C'est une photo d'une petite fille avec une peluche. Ok. Mais est-ce que c'est pas un peu plus? Parce que dans quelle relation est-ce qu'elle est avec sa peluche? Et donc, c'est une photo qui représente aussi la manière en fait dont on se pose de manière imaginaire dans l'existence. Parce que bon, je prends à dessein cet exemple-là pour vous parler de l'imaginaire, puisqu'on a tous déjà eu affaire à des enfants avec ces jouets-là. Tous les jouets des enfants n'ont pas ce statut, on le sait. Il va y avoir parfois des enfants qui ont des jouets qui semblent qu'ils sont totalement inanimés, ils ne sont pas plus vivants que mon téléphone, mais eux les considèrent comme vivants. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point nous, les adultes autour, on respecte complètement ça. On ne va pas leur dire « arrête avec ton doudou, il est perdu, c'est pas grave, on s'en fiche, on le remplace ». Non, quand il est perdu, les parents s'affolent totalement parce qu'ils savent que pour l'enfant, à ce moment-là, il est attaché à cet objet parce que cet objet lui permet d'être bien dans son existence. Et que si on perd cet objet-là, c'est un drame. Oui? C'est une photo à toi? Oui. Ouais. Donc c'est une pose? C'est posé, Ouais, oui. c'est posé, Oui.
C'est posé, je prends des exemples de différentes séries parce que j'avais aussi envie de faire passer le message et aussi aux femmes qui ont participé aux ateliers que se rendre compte que ça fait partie d'un tout. Mais je veux dire, avec cet enfant-là, j'ai joué comme avec les femmes dans l'atelier. C'est-à-dire que j'en ai fait plusieurs et je disais aux enfants... Aux femmes, j'ai dit, on va faire quelque chose sur qu'est-ce que c'est être une femme. Aux enfants, j'ai dit, on va faire quelque chose sur le doudou. Donc, c'est toute une aventure, je veux dire, où elle a dessiné son doudou, où on a demandé la permission. C'était incroyable, hein, parce qu'elle a demandé la permission au doudou si on pouvait le prendre en photo, et le doudou a parlé. C'est totalement magique. Et elle, non seulement elle a posé, mais au fil de la prise de vue, elle est carrément allée chercher son appareil photo. Et c'était assez magique de voir à quel point l'objet est vivant à ce moment-là. Parce que nous nous débrouillons dans nos existences au travers d'objets et de relations auxquelles on attribue beaucoup de sens, qui ont une importance vitale pour nous. Et tout ça, c'est très imaginaire. Donc voilà. Alors, il y a cette photo-là que j'avais mise, qui peut sembler a priori assez littérale. Là, ça devient un petit peu plus. Que se passe-t-il, en fait ? Comment ça se fait qu'elle embrasse cet objet ? Qu'est-ce que ça nous dit sur elle et évident aussi de qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer. Me montrer factuellement, mais me montrer d'elle-même aussi. Là, on peut encore plus se demander, tiens, mais quelle est sa relation au réel ? Et en l'occurrence, donc ça c'est une photo qui est vraiment... donc après avoir fait tout un travail sur le féminin avec les femmes, j'ai proposé le même genre d'exercice à des hommes en leur proposant donc de me dire qu'est-ce que c'était la relation au féminin. Le féminin qui est présent dans la vitrine. Donc voilà, alors là, on sent bien que c'est pas juste un homme à côté d'une femme, mais qu'il y a toute une manière d'être en relation aux femmes, qui n'a pas l'air d'être nécessairement la plus agréable ici en l'occurrence. C'était troublant de voir ça. Donc voilà. Ce qui m'amène donc tout doucement donc, à vous dire que moi, donc, en tant que photographe, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que la photographie, forcément, je suis obligée de faire avec le réel, puisqu'on fait forcément une photo de la réalité. Mais que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'imaginaire. C'est de comprendre comment on se pose dans la réalité. Et alors là, je faisais un petit détour. Oui, il y avait celui-là aussi. Oui. Donc, moi, j'ai commencé la photographie à l'adolescence. Et finalement, donc l'adolescence, pourquoi je fais des tours par là ? C'est parce que je pense qu'à l'adolescence, la question de l'image et de comment on organise son identité est importante. Et que donc j'avais envie de montrer juste quelques images, puisqu'en plus je suis une femme, donc c'est des photos de moi plus jeune, et que je voulais aussi montrer, peut-être faire un pont par rapport à certains jeux imaginaires qu'on a fait avec les femmes pendant les ateliers, puisque finalement, voilà, quelle était déjà la valeur de ces photos à l'époque, et je voulais vous montrer comment c'était pas juste faire des photos, et que j'étais déjà dans un travail photographique qui m'a porté jusqu'à aujourd'hui. C'est pour vous dire aussi que la photo nous permet de voyager dans le temps de manière extraordinaire. Parce que voilà, là c'est une photo qui a presque une valeur documentaire, parce qu'on peut se dire ok, on peut plus ou moins situer que je suis plus jeune sur la photo, on peut situer aussi, voilà, alors on apprend des choses très documentaires. Elle fumait, elle faisait de la photo noir et blanc, des choses comme ça. On peut imaginer. Et puis alors, après, il y a cette photo-ci, qui, quand je la regarde avec énormément de recul, qui est une relation à l'espace et à des souvenirs particuliers, où on peut se dire que ça documente déjà à l'époque comment je me sentais, même si moi j'étais juste une ado qui allait traîner dans des endroits et qui faisait des photos, et donc sans vraiment trop savoir ce que j'étais en train de faire. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les photos, c'est que c'est seulement des années plus tard, parfois, qu'on peut tout d'un coup comprendre le sens d'une photo. Et qu'au moment où on l'a fait, au moment où moi je l'ai faite, je pense que je l'ai à peine regardée. Je me souviens que j'avais ce regard très critique qu'on peut avoir quand on est ado, que je trouvais que j'étais pas bien, que c'était pas parfait, que c'était pas extraordinaire. Tout ça pour me rendre compte, 30 ans plus tard, de la valeur émotionnelle, qu'en fait j'étais en train de documenter très concrètement ce que je vivais à la maison, et que cette photo a une valeur symbolique extraordinaire de ce que je vivais. Mais donc,
Ça, c'est pour dire qu'elle permet que dans une photo, il y a des choses qu'en surface, on voit aujourd'hui et que le regard évolue avec le temps et que parfois, plus tard, elles sont incroyables. Puisque la photo aussi, elle est donc imaginaire. Donc, dans des photos, il y a aussi, comme dans les rêves, des éléments qui sont complètement intuitifs ou qui semblent être presque prémonitoires parfois. Il y a des photos qui sont presque prémonitoires. Si vous prenez vos albums de famille et que vous allez jeter un coup d'œil dedans et que vous commencez à observer, tiens, mais qui est là, qui n'est pas là, quels sont les objets, et que vous recommencez à regarder les détails avec des loupes, vous allez être sidéré du nombre d'informations qu'il y a dedans. Des choses parfois dont on est conscient que 20 ou 30 ans ou 40 ans plus tard. Ou je dirais c'est un processus temporel, ça évolue tout le temps dans le temps. Donc aujourd'hui je la vois d'une certaine manière, et donc ça m'amène à celle-ci, qui est une photo que j'ai faite. Donc celle-ci j'ai faite en 87. Regardez bien. Celle-là, j'ai faite en 2007. Il y a des similitudes incroyables de la baignoire, du blanc, etc. Et ça, donc je l'ai amené, c'est pour montrer vraiment ce saut temporel, parce que celle-là, je l'ai accrochée la semaine dernière, donc c'est une autre série. Et je les avais plus sorties depuis longtemps. Et en sortant, donc en accrochant cette photo, je suis approchée de la main dans la baignoire blanche. Tout d'un coup, j'ai eu une remontée d'émotions, mais incroyable. Et je me suis dit, mais c'est fou, c'est la même chose, avec une évolution quand même, puisque le modèle est sorti de la baignoire et que la bouche n'est plus du tout muselée. C'est vraiment pour vous décrire ce qui se passe au niveau spatio-temporel dans une image. C'est-à-dire que pour le temps et pour l'espace, c'est comme pour la photo. C'est à la fois réel et c'est à la fois imaginaire. Donc, quand on rentre dans une photo, on a des éléments objectifs sur un temps réel. Je peux donner une date, je me souviens de quand je l'ai prise, etc. Un espace qui existe, tout à fait. C'est une salle de bain à XL, ça existe. Mais ça nous emmène aussi immédiatement vers un temps imaginaire et un espace imaginaire où là, tout d'un coup, là je trompe dans l'autre sens, d'une photo à l'autre, on peut aller récupérer des choses sans devoir respecter une chronologie particulière, et récupérer au passage des émotions qui n'ont pas pu être tout à fait intégrées à l'époque. C'est là où le voyage peut devenir aussi parfois thérapeutique. Ça va, vous suivez? Je vous saoule pas trop parce que c'est voilà. Alors, chose importante aussi dans les photos, c'est que ça, au niveau du temps, c'est que ça permet aussi de se projeter dans le temps. En l'occurrence, donc là, il est évident que en faisant ce genre d'image à l'époque, moi, j'avais déjà projeté plus loin que je serais photographe. Alors, quelle valeur est-ce que ça avait, toujours est-il que c'est une sacrée colonne vertébrale pour un ado ou une ado. Donc moi, ça a été vraiment un axe qui est resté et qui s'est construit sans arrêt au travers des images, avec des images qui se suivent et qui se ressemblent. Parce que ça aussi, si vous faites un petit peu attention aux images que vous aimez, vous allez voir qu'il y a des... C'est comme si on avait des motifs personnels ou des choses qui reviennent, des détails qui reviennent. Ce qui m'amenait à cette planche contact que j'ai retrouvée, que je trouvais rigolote, parce que donc c'est la même époque, je me suis photographiée en dormant. Alors ça, c'est troublant, parce qu'on ne sait plus du tout dans quel espace on est. Est-ce que c'est le rêve? Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que je suis réveillée? Est-ce que je dors? Puisque je suis réveillée, mais je me photographie en dormant. Donc je dors. Mais donc j'ai trouvé que c'était amusant, c'est quand on parle aussi de choses qui peuvent apparaître dans les photos et qui, sans le savoir ou l'air de rien, moi j'ai jamais présenté ça nulle part dans aucune exposition, je pensais à peine regarder. Toujours est-il que aujourd'hui, pour moi, l'imaginaire est central et dans l'imaginaire, c'est le rêve qui inclut les rêves de la nuit. C'est la base. Et puis, les équivalents du rêve. La transe, l'hypnose, le jeu, la créativité. Et donc, tout était inclus là-dedans, puisque, en fait, on ne sait pas si je dors ou si je suis réveillée. Et ça documente certainement l'imaginaire. Donc, quand je fais des photos, ça, c'est un projet qui a l'air d'être à 10 000 lieues de belle comme une image. De savoir que ce que j'ai fait dans les groupes avec les femmes, je l'avais testé dans un tout autre milieu. Donc c'est une méthode imaginaire qui fonctionne avec tout le monde.
adultes ou enfants, etc. Et donc j'avais testé avec des consultants en ressources humaines qui s'étaient prêtés au jeu dans un autre contexte. Donc ça c'était assez intéressant à regarder, où donc je leur ai demandé d'imaginer des choses pour pouvoir les prendre en photo. Donc pour vous expliquer la démarche photographique, c'est que moi le réel en soi ne me suffit pas. C'est que j'ai besoin, en fait, d'emmener les modèles dans une espèce de jeu imaginaire. Donc, je propose des thématiques et puis je demande à mes modèles de participer à la photo. Alors, c'est sûr, demander à un modèle de participer, ça veut juste faire clic, il passe dans la photo. Mais moi, en fait, plus ça va, plus je leur demande quand même une participation assez intense. Donc là, ils avaient dû mobiliser des souvenirs agréables. Associer ces souvenirs agréables à quelque chose au travail. Et puis en avant, on a fait des photos. C'était un espace de prise de vue qui durait 1 heure, non-stop. C'était super, c'est très intense de faire ça. Mais vous voyez, on rentre dans un espace de créativité qui est le même que celui de la petite fille avec son doudou. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est ça que je veux dire par participation. En fait, ce que je demande, c'est un peu comme si je faisais comme un peu la mère, elle donne un objet à son enfant et elle pense qu'il va s'y attacher de manière très vivante. Et moi, quand j'aime bien faire des photos et quand j'y arrive, je suis très contente. Vraiment de proposer de faire la photo comme si, en proposant une thématique ou une manière de faire qui fait que j'espère que les modèles, à un moment donné, vont s'attacher au fait de faire la photo de manière très vivante et que même parfois, il peut se passer des choses très importantes au niveau émotionnel. Donc voilà. Et c'est ça pour moi la créativité, hein. C'est ce rapport-là au monde. Pour revenir sur la notion de thérapeutique, c'est vraiment, par thérapeutique, c'est au sens large. Ça veut dire que comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir se sentir créatif. Alors, se sentir créatif, ça ne veut pas dire que je vais faire une œuvre d'art, hein. Je vais faire une production, je vais devenir une grande artiste. C'est une créativité qui est beaucoup plus large. C'est faire en sorte qu'à un moment donné, on a l'impression que la vie vaut la peine d'être vécue. Avoir envie de faire des choses, simplement se sentir vivant, quoi. Avoir un regard vivant sur les choses et du coup avoir envie de faire et d'être dans l'action et d'être en relation aux autres. Donc c'est ça la créativité qui en passe par des jeux. Et les jeux, c'est pas des jeux avec des règles toutes faites. C'est des jeux où on va se mettre à jouer, mais en fait on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Et donc là, elle sait que un souvenir agréable, c'était quand elle avait fait un saut en parachute. Mais en fait, quand elle rentre dans la pièce, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire pendant 1 heure avec moi. Et donc elle est passée dans différents endroits, d'une voiture à un saut en parachute. Et c'est des drôles de jeux, parce qu'en fait, c'est pas comme si on savait d'office ce qu'on allait trouver. Et donc, on regarde... Oui ? La pièce, c'est quoi ? Le cadre ? C'est ton studio à ce moment-là ? Non, là, c'était une entreprise, et leur couleur, c'est le orange. Donc, la seule chose qu'on avait, c'était un mur orange et une chaise. Donc, c'est totalement absurde à faire, mais ça, je pense que les femmes qui ont participé aux ateliers savent qu'il y a une dose absurde, parce que c'est pas ce qu'on fait, en fait. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans un espace créatif où, à un moment donné, on se met à chercher quelque chose, mais on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais c'est comme si on se disait qu'on va, au final, montrer quelque chose qui a son importance dans la photo, en plus de se trouver dans la photo. Donc, il y avait une phrase que je voulais vous lire, que je suis en train de chercher, de Winnicott. Parce qu'elle est belle. Voilà. En fait, oui, une chose importante, c'est que dans cette créativité qui va avec le fait de faire des expériences, hein, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on cherche en fait à se relaxer. Donc ça, je pense que c'est une chose, je fais une parenthèse, mais c'est quand même vachement important, surtout actuellement. Mais on cherche à se relaxer. Parce que il y a une tension, en fait, entre ce qu'on ressent à l'intérieur et la réalité à l'extérieur, en fait. C'est une tension qui est constante. Vous savez, on peut se sentir aussi en dualité, ou tout le temps coupé en deux, et ça, c'est pas nécessairement vécu de manière tranquille. Et grâce à ces espaces créatifs, ou à des moments où on peut être un peu dans une espèce d'imaginaire un peu plus libre, ce qu'on essaye de faire, c'est de soulager cette tension
on est tout le temps dans cet effort de se relier à l'extérieur. Et donc trouver les espaces de créativité, ça permet de soulager cette tension et d'accéder à une vraie forme de relaxation. Par là, je veux dire que toutes les personnes, par exemple, dans cette société, ils étaient 30, ils sont tous passés 1 heure... en sont tous ressortis, parce que j'avais fait des formulaires d'évaluation, donc ça a été évalué, en sont tous ressortis fatigués, ils s'étaient fatigués, ça leur avait vraiment demandé un effort, mais relaxés. Et donc là, on accède à la notion d'imaginaire libre, c'est-à-dire que il ne s'agit pas tant de faire les plus beaux dessins ou de faire les plus belles photos qui sont parfaitement réussies et les plus magnifiques, mais c'est un moment d'accéder à quelque chose où on se sent libre d'essayer des choses. Et c'est cet imaginaire qui est libre qui compte pour pouvoir se relaxer. Je m'excuse, mais j'ai mis mes feuilles dans le désordre. Alors... Donc, en 2 mots, sur la photothérapie et la photographie thérapeutique. Donc, vraiment, dans ces ateliers de photographie thérapeutique, l'idée, c'est d'ouvrir un espace de créativité qui peut faire du bien, donc qui peut soigner au sens large, donc apporter un mieux-être. Alors, par ailleurs, avec le temps, moi, je suis devenue aussi thérapeute. Il m'arrive d'utiliser exactement les mêmes techniques, mais là, avec une deuxième casquette sur la tête, des personnes qui viennent et qui me demandent de résoudre un problème avec eux, et donc avec une double oreille où je suis avec une grille d'analyse et où je cherche, où je me positionne comme thérapeute. Ici, pas. Il s'agit ici d'animer des ateliers et dans le but, pour moi, surtout de relancer l'imaginaire et de pouvoir exprimer des choses de différentes façons et de pouvoir surtout s'exprimer réellement. Alors, dans le cadre des ateliers d'alpha, en plus des photos, ça on va peut-être pas avoir le temps de faire. Voilà, je vais passer à belle comme une image. Dans le cadre des ateliers d'alpha, en plus, on complétait par du texte. Donc, pour ce qui est de la photographie thérapeutique, ça peut se faire en atelier comme on l'a fait ici, mais ça peut être toutes sortes de pratiques photographiques, que ce soit individuelles, ou en entreprise, ou en société, ou en communauté, qui apportent un mieux-être. Donc ça peut être par exemple donner des appareils photo à des jeunes Palestiniens dans des camps, tout petits, et alors ils vont photographier les choses, et éventuellement s'ils les regardent ensemble, ça va ouvrir un espace de communication, et surtout ça va leur permettre de faire autre chose, et donc de récupérer quand même un espace où ils peuvent vivre, dans un contexte difficile, et là on est dans la photographie thérapeutique. Ça peut être une femme à l'hôpital qui a un cancer du sein qui décide de documenter tout ce qui lui arrive en faisant de la photo, et ça permet à ce moment-là de continuer à vivre dans des périodes de vie difficiles. Ici, on est dans des espaces de médiation artistique où pour moi ce qui était important, c'était d'ouvrir cet espace de créativité. Ça c'était le premier objectif. Et deuxièmement, parce que ça a été initié au Wills, donc avec des femmes qui étaient essentiellement musulmanes, moi, quand on m'a proposé de le faire, ça m'intéressait de travailler sur l'identité féminine, puisque j'étais quand même assez interpellée par le nombre de foulards dans certains quartiers, que pour moi, ça ne va pas du tout de soi, et que j'avais du mal à comprendre, et que pour moi c'était une atteinte à la liberté de la femme, et ça me choquait par rapport au combat féministe de ma grand-mère. Donc c'était très intéressant tout d'un coup qu'on me demande, tiens, est-ce que tu veux venir faire de la photo à des femmes qui étaient pour le premier groupe toutes musulmanes. Et donc je leur ai dit, ok, on va faire un travail sur l'image de la femme pour pouvoir interroger qu'est-ce que ça veut dire être une femme au travers de l'image, donc comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on se représente. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de femmes qui couvrent complètement le visage. Je pense que c'est important de savoir que dès le début dans l'atelier, on disait qu'il allait y avoir une exposition à la fin. Donc, c'était pas du tout un atelier où on aurait dit ok, on se fait belle, on fait des super photos et après ça reste entre nous. C'était un atelier où quelque part, dès qu'on faisait quelque chose, il fallait assumer jusqu'au bout. Donc, c'est un choix que ces femmes ont fait de montrer ce qu'elles pouvaient montrer ou ce qu'elles voulaient montrer. Moi, je n'ai jamais trop questionné. C'était une question de liberté individuelle. Ok ? Donc,
On a commencé en fait l'atelier avec les photos d'identité. Alors moi j'avais envie de vous faire un tout petit exercice, mais ouais, si on a le temps. Si vous voulez, on peut le faire. On a commencé en fait l'atelier avec voilà une photo d'identité, magnifique photo. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Je suppose que vous savez, donc il y a beaucoup de femmes dans la pièce. Vous savez que des photos de femmes, il y en a partout. Hein. Il y en a partout dans l'espace public. Hein, toutes sortes. On n'y échappe pas et on s'y identifie tout le temps, bref. Mais il y en a tellement partout qu'il y en a aussi dans votre sac. Vous avez certainement une photo de vous dans votre sac. Donc moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est par deux, de choisir, d'ouvrir vos sacs au portefeuille et vous avez tous au moins une photo de vous sur vous, que ça soit... ça vous fait rire. Ouais. Vous n'avez même pas une carte d'identité Vous n'avez rien. Même pas une carte mobile. Ok. Oui, vous avez quelque chose. Hein. Oui, oui. Donc vous vous mettez par 2 ou par 3. Il y en a qui connaissent. Hein. Si vous voulez faire l'exercice, il n'y a pas d'obligation. Vous faites la grève. Marie-Thérèse, tu te mets à côté de qui? Tu te mets à côté de la dame? Oui? À côté de la dame? Voilà. Vous avez tous une photo de vous? 2. Vous en choisissez une, pas 2. Une par personne. Vous choisissez une photo de vous par personne. Voilà. Vous vous mettez à côté de quelqu'un. Éventuellement que vous ne connaissez pas. C'est encore mieux. 1, 2, 3, on recommence, je vous montre. Donc, admettons que c'est sa photo. Je ne la connais pas. Donc, elle a sa photo dans ses mains. C'est elle qui tient. Vous la mettez la personne en miroir par rapport à sa photo. OK? Et puis, vous vous penchez dessus parce que vous êtes très curieux de voir qui c'est. Et puis, vous dites, ah, alors, c'est une photo de toi. Ah. Et tu l'as prise quand cette photo? Et vous avez essayé de faire sa connaissance au travers de la photo. Oui. Je vais venir vous aider. Et donc, je regarde votre photo et je fais, c'est vraiment vous ça? C'est vous? C'est il y a longtemps, j'ai oublié c'est quand. J'ai pris des photos, mais peut-être il y a 10 ans. Non, un peu moins. 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez changé? Dites, c'est que plus la même personne. Long cheveux. Ouais. Sur la photo, en fait, moi, ce que je vois, c'est que oui, vous aviez vraiment des longs cheveux et là, maintenant, ils sont tout courts chez vous. Ouais. C'est dingue. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu? Je crois que c'est pas il y a longtemps que tu as pris les photos. Ouais. Parce que c'est le style, aussi les cheveux du style, c'est presque même. Et Ouais, c'est une photo il n'y a pas longtemps, c'est clair. J'ai dû refaire ma carte d'identité. D'accord. Ouais. Dès que vous sentez que vous êtes trop loin de la photo et que vous commencez à vous raconter trop la vie en dehors de la photo, revenez à la photo. Donc dites et revenez en montrant et donc cette photo de toi que tu avais fait à ce moment-là, et vous pouvez poser des questions très factuelles. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes dans cette photo? 3 choses qui te paraissent évidentes? En fait, moi, c'est marrant parce que quand je regarde votre photo, je vois même vos habits. Et comme je vois aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein. C'est comme si vous étiez plus femme, plus féminine, là. Et aujourd'hui, moi, ou je me raconte des histoires? Ouais. Mais aussi, la photo était la saison d'été. Donc, habillée un peu plus léger. Là aussi... Oui, maintenant j'ai beaucoup de cheveux blonds, donc mais j'ai fait la teinture, mais chaque fois j'en ai mal, donc j'arrête. je veux allaiter quelque chose à ajouter, donc mais si c'est long, c'est un peu comme on dit, c'est pas très joli. Si c'est long, et gris, blanc, beaucoup de gris, et je n'aime pas vraiment, donc j'ai coupé.
c'est quelque chose de changement c'est pas moins de féminin, c'est quelque chose, comme on dit, c'est accepter mon âge. Ah oui, non, mais cette photo que je vois de vous là, il y a longtemps. Mais donc, il y a 7 ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, mais vous avez vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas la même personne, quoi, pour moi. Bon, la maîtresse nous appelle. Hein. Bon, Si vous voulez, vous pouvez demander 2 choses à votre partenaire. Vous pouvez lui demander ? Oui. Non ? Il y a des photos de soi qu'on n'aime pas, quoi. Oui, non, moi ça va. Ma photo. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur moi ? C'est quand même dans cette photo, tu es assez sérieux. Donc quand tu es souris, c'est très, comment on dit, impression très différent. Ouais. C'est vrai qu'à cette période de ma vie, c'était pas marrant ce qui se passait pour moi. Ah bon? Je vous assure. En général, quand on demande aux personnes de se présenter, on bavarde en fait, beaucoup plus. On se met à bavarder. Et le bavardage, c'est extraordinaire pour faire connaissance. Et donc, il y a cette espèce d'illusion de mise à distance, parce que c'est hyper personnel, comme Marilyn disait, de dire, voilà, j'aime mes sourcils, avec tout ce que ça peut représenter derrière. Enfin, c'est des détails extrêmement personnels. Donc, la photo, c'est du réel, et c'est un bout de papier, mais c'est un support d'émotion. Donc, c'est à la fois terriblement objectif et terriblement personnel. Donc, au détour, on commence à faire vraiment connaissance, ce qui est intéressant. Et même quand c'est des photos de passeport ou de choses qui, c'est souvent ça dans le sac, en tout cas là c'était souvent des photos de passeport, quand on se raconte autour d'une photo d'un passeport dans un groupe où il y a énormément de femmes migrantes, vous pouvez imaginer à quel point tout d'un coup on était dans des histoires, vraiment dans le noyau dur de l'histoire de ces femmes. Avec quoi les moments de départ, les moments d'arrivée, les moments de séparation, des choses énormes. Mais malgré tout, il y a ce tiers photographique qui fait qu'on peut aussi avoir plein d'émotions qui remontent et en même temps dire que ce n'est qu'une photo. Et donc, ça permet aussi de dire plus dans un cadre bien défini sur lequel on va travailler ensuite en dessin ou avec d'autres supports. Donc ça, je vous en montre juste 2 exemples. Donc, on a travaillé on commençait avec la photo d'identité tous ensemble pour se rencontrer. Puis, on prenait les photos que vous avez vues au début, les 10 photos. Il y en avait une centaine. Donc, elles étaient sur la table. Ce sont toutes des reproductions de photos d'artistes qui étaient des représentations de femmes de toutes sortes. Ça incluait même un travesti. Et donc, ça permettait aussi de voir toutes sortes de photos de femmes et en même temps de présenter toutes sortes de travaux d'artistes. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, c'était la 2e étape où je demandais de choisir des photos pour pouvoir justement ouvrir un espace de dialogue. Qui est vachement intéressant parce que parfois, il y a des réactions très vives sur des images où on se rend compte que culturellement, il y a quand même aussi une empreinte et que ce qui choque l'une ne choque pas l'autre nécessairement. Ensuite, je demandais de ramener un objet. Donc, c'est la première photo. On a vu une femme avec un miroir qui était dessiné. Et puis, la femme posée avec l'objet. Et puis, il y avait les souvenirs. Donc là, ça passe à chaque fois par le dessin, qui est un exercice intéressant, même si souvent on dit « je ne sais pas dessiner ». Mais de nouveau, ce n'est pas très important de savoir dessiner, puisque vous voyez, c'est très lisible. Et donc, c'était un souvenir que la personne choisissait. Et puis, je demandais de dire la sensation, donc physiquement, comment est-ce qu'on vivait les choses. Là, elle avait froid. L'émotion, donc là, c'était de la peur et heureuse. Et puis, ce qui pouvait lui être passé par la tête comme pensée. Et donc là, elle nous dit qu'elle avait pensé qu'elle était morte. Et ensuite, donc, on devait travailler les choses pour arriver à faire une photo qui serait présentable au public. Donc une photo que je trouve particulièrement émouvante parce qu'on voit le visage quand même. Et c'est tout ce travail qui était hyper pudique de comment est-ce qu'on fait pour montrer. Et en tant que photographe compliqué, parce qu'une photo comme celle-là peut, après coup, la femme peut très bien considérer qu'elle se reconnaît ou qu'elle ne se reconnaît pas. Alors, qu'on va la reconnaître ou qu'on ne va pas la reconnaître. Ça, c'était de nouveau un souvenir d'une femme qui devait avoir au moins 65 ans à l'atelier. Et dans le souvenir, elle est à droite, elle a 3 ans. Hein, donc, elle avait été perdue sur un marché avec sa poupée. Voilà.
Alors, quand on fait la photo, moi je demande à la personne, on prend le dessin et on fait comme si le dessin était un miroir et je demande qu'on essaye de remobiliser l'émotion. Vous voyez, comme le dessin est intéressant aussi parce que, au passage, quand même, moi je trouve ces dessins magnifiques et ces dessins en disent long aussi sur la sensibilité des personnes. Et donc là, c'est au tout début du processus, c'est au Wills, donc c'était juste photo et dessin, et vous allez voir comme il y a eu une première fois l'atelier, une deuxième fois, une troisième, jusque 6 fois. Moi, après le Wills, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que on gardait pas les femmes qui participaient à l'atelier. À la fin, il y avait une exposition, d'accord, mais je ne sais pas trop si c'était tellement ça qui était important, ou si important que ça. Et par contre, j'étais pas certaine qu'elles aient récupéré les photos. J'avais fait des fichiers numériques et j'ai jamais été trop certaine qu'elles avaient bien récupéré la matière. Donc, au fil du temps, à la boutique culturelle où on a fait 2 fois, j'ai amené... Alors là aussi, c'est très beau, je saute du coq à l'âne, mais on voit ses yeux, hein, légèrement. Et ça avait quelque chose aussi de magnifique. C'était un travail quand même qui finalement, moi, m'a amené vers quelque chose de très pudique. Et de voir, c'était quelque chose, c'était groupes où quasiment toutes étaient voilées, même toutes. Donc moi-même, enfin c'était curieux de me retrouver tout le temps devant ces visages complètement voilés, qui me ramenaient parfois à des madones. Oui. C'était voilé, mais c'était pas le voile intégral. Ça c'est pour la photo. Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de la reconnaître sur la photo. Comme ça en vrai. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Elle ne voulait pas être reconnue sur la photo publique, c'est ça? Voilà. Alors là, je vous montre le processus. Donc, ça se passe à la boutique culturelle, où là, on a fait l'exercice de la photo d'identité. Donc là, donc, au fil du temps, je me suis dit, elle repart pas. Tout ce qui se passait en atelier était super, mais elle repartait pas avec quelque chose de suffisamment concret. Donc, j'ai commencé à étoffer le processus, et puis à chaque fois d'amener des cahiers et qu'elle fasse un album au fur et à mesure. Et donc aussi, elle pouvait de plus en plus écrire. Donc la photo d'identité, non seulement on se rencontrait en racontant des histoires, mais en plus après je leur demandais de compléter par un dessin la photo d'identité, parce que c'est souvent que la tête. Donc elles se dessinaient, donc on rediscutait, et après elles posaient avec leur photo d'identité. Alors ça semble idiot, mais apparemment c'est quelque chose qui fait du bien. Et au fur et à mesure, après, donc j'amenais des magazines, et donc chaque fois on ramenait les photos que je faisais à chaque semaine, et donc elles ont commencé à faire des cahiers. Si vous voulez, après, il y en a 3 ici, donc cahiers que vous pourriez regarder, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et puis il y a 2 cahiers que j'ai ici où les femmes sont là, donc elles pourraient elles-mêmes vous les commenter si vous avez envie, hein. Donc là, c'était les photos qu'elle pouvait choisir. Donc elle pouvait choisir une photo comme vous avez fait. Et vous allez voir, là, j'avais poussé plus loin. Donc c'était la boutique culturelle. On voulait axer les choses sur le corps et la détente. Donc je leur ai demandé d'imaginer qu'est-ce que vous faites si vous rentrez dans la photo que vous avez choisie. Et donc elle, c'est celle de gauche, décidait de jouer. Donc elle rentrait dans la photo. Alors ça n'a aucune valeur artistique, hein, cette image. Mais ça a beaucoup de valeur au niveau de ce qui se passe au niveau relaxation. Et le plaisir, c'est très... Ça permet aussi de créer des liens entre les personnes. Et alors après, c'était magnifique ce qui se passait dans les cahiers, où là, c'était un espace spontané où elle faisait ce qu'elle voulait. Pendant que je continuais à prendre en photo, parce qu'il fallait faire des... Regardez, c'est beau, hein. Le travail en collage, c'est incroyable tout ce qui se passe. Alors là, c'est un objet de leur vie de femme. Donc elle a amené un parfum. Donc là, on est dans une photo a priori publique, parce que là, on travaillait en privé et public. Donc c'est pour ça que je coupe, parce qu'elle me laisse. Donc il y a tout ce truc de confiance aussi, hein, des femmes qui, à un moment donné, certaines d'entre elles acceptaient d'accorder leur confiance jusqu'à un certain point. Donc là, c'est vraiment le point qui est respecté dans le cadrage. Et après, c'est remis en scène dans les cahiers. Un moment de détente, complété. C'est ça que je voulais vous montrer, c'est tout le processus, parce que dans la salle d'exposition, on voit les photos finales, qui est finalement le travail d'artiste que moi j'ai fait, mais ça, c'est vraiment ce qui a eu lieu pendant les ateliers. Donc là, regardez, elle va choisir cette photo, et qu'est-ce que tu ferais si tu rentrais dans la photo? Elle prend la place de la mère. Et là, vous avez des choses aussi, quand je dis que c'est thérapeutique, c'est que... Qu'est-ce qui se passe pour cette femme à ce moment-là? C'est que tout d'un coup, elle se met à exprimer son désir d'enfant.
et à le vivre surtout, à le vivre de manière détendue, ce qui n'est pas du tout un détail, hein, quand on sait quand même le mystère de la conception. L'imaginaire s'en mêle certainement aussi. Voilà, alors ça c'est photo publique, vous allez la voir, elle est là-bas, elle a grandi, elle est magnifique. Dans les cahiers, j'ai fait aussi des photos où on voit son visage, où là j'ai dû le remasquer, mais dans les, voyez. Donc, alors c'était drôle parce que ce qui se passe assez spontanément, c'est qu'au fil des semaines, on amène aussi des photos du quotidien, des photos de famille, et ça prend vie. Alors ces cahiers, je les appelle des albums, les dessins, des photos imaginaires. Donc là, on est toujours dans le désir d'enfant, hein. Et on fait... Le travail de collage est vraiment intéressant parce qu'en plus, on peut vraiment prendre le temps de découper, apprendre à découper les choses, on peut découper des mots, on peut écrire des histoires et on peut soigner le cahier, soigner l'image. Alors, quand on parle justement de droit à l'image, ce qui était intéressant dans les cahiers, c'est que en étoffant le processus, ça a permis à certaines femmes pour qui c'était impossible de se montrer, pour des raisons qui les regardent. Donc, première année, voilà, j'avais juste ça. Donc, je ne pouvais pas inclure cette image dans une galerie de portraits comme vous allez voir. Mais alors, et puis, finalement, qu'est-ce qu'on pouvait faire vraiment? Donc, ces premières années, donc, c'est un souvenir. Je lui proposais à cette femme de faire poser les animatrices qui faisaient les rôles de son histoire. Donc, elle me servait d'assistante, metteur en scène. Et ça n'avait pas beaucoup de sens pour elle. Mais deuxième année, donc on recommence, où elle me laisse la prendre un peu plus en photo quand même. Mais là, maintenant, il y a les cahiers et les collages. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que pour cette femme, elle va vivre l'atelier au même titre que les autres, et en entier, puisqu'elle s'inclut, elle reconstitue son image complètement. Et le cahier a été présenté. Donc elle a pu, finalement, présenter une image d'elle-même complète, au même titre que les autres, hein. Maria, trop contente. C'est super. Voilà. Ça, c'est la première année où on travaillait sans collage. Deuxième année, photo d'identité complétée. C'est quand même très poétique, hein, tout ce qui se passe. Quand on parle de créativité, voilà. C'est ça, c'est juste pouvoir exprimer des choses qui sont là, et des choses qui sont là, mais qui sont là de manière silencieuse. Et puis là, tout d'un coup, elle trouve un support. Et vous allez voir, c'est vraiment... Ça, c'est la photo publique. Privée, donc pour son cahier, public. C'est pour ça que ça devient... Et là, ça devient très beau, hein. Vous voyez, quand je parle de relaxation, pour d'amener une sorte de relaxation dans un processus photographique, on y est, hein, contente comme un oiseau. Moi, quand je vois ça qui sort, et puis qu'après on y joue, je suis très contente. Finalement, je sais que ça leur fait du bien. De toute façon, elles ont pu l'exprimer par moments. Deux photos, je voudrais vous expliquer la valeur vraiment thérapeutique des choses. C'est comment, en fait, dans une photo, donc une photo, c'est un document de quelque chose qui a eu lieu. Donc ça a été. S'il y a une photo, c'est que les choses, on a pris en photo quelque chose, donc ça a été. Mais en même temps, c'est un support qui est couvert d'émotions. Donc, quand on regarde une photo, c'est une photo et en même temps, c'est quelque chose qui nous arrive parce qu'on a une émotion qui sort. Donc ça, c'est ça a eu lieu. Et parfois, dans une photo, on peut recroiser ces deux choses. Alors, je vais vous donner cet exemple. Ici, il se passe quelque chose de très important justement dans cette reconstitution du temps et une récupération d'une émotion particulière. Il s'agit d'une femme qui amène une robe, parce que je dis, il faut amener un objet de votre vie de femme. N'importe lequel, quelque chose qui pour vous, c'est un objet de votre vie de femme. Ils peuvent ramener leur brosse à dents, leur robe de mariée, tout ce qu'elles veulent, hein. Et elle amène cette robe brodée. Et elle explique que sa mère brodait des robes. Et donc, elle nous dessine, je crois qu'on le voyait juste avant, elle se dessine là, avec sa mère, hein. C'est ça qu'elle nous dit. Voilà, c'est moi avec maman, à 4 ans, et maman brodait les robes. Ok. Après, c'est toute la négociation sur comment on va faire la photo, est-ce que tu veux que quelqu'un joue ta maman, et voilà, donc on fait cette photo-là. Et puis la semaine d'après, on amène les photos. Et voilà ce qui se passe, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que tout d'un coup, une fois que la photo est sur la table, elle raconte à tout le groupe que, en fait, elle a été confiée de 0 à 7 ans
à sa tante. Et que donc de 0 à 7 ans, elle a pensé que sa tante était sa mère. Et qu'à 7 ans, elle apprend que sa tante n'est pas sa mère et que sa mère, c'est celle qu'elle a cru être sa tante qui habitait toujours dans le même truc. Donc ça se faisait apparemment. Donc elle raconte ça, grosse montée d'émotions, beaucoup de femmes très très émues. Et moi, je lui dis, dans la photo, là, donc cette photo-là, je lui dis, mais parce qu'elle avait l'air d'aimer cette photo, je lui dis, mais c'est qui dans la photo que tu as faite? Je dis, t'as quel âge dans la photo? Et elle me dit, bah, c'est une photo de moi et ma mère, j'ai 4 ans. Et là, c'est très curieux ce qui se passe, parce qu'en fait, et on l'a photographié, donc c'est très, là, on est vraiment dans la photographie thérapeutique, voire psychothérapeutique, puisqu'on peut vraiment le faire. Parce que pour le cerveau émotionnel, une image, ça colle, quoi. Le cerveau émotionnel, les mots, ça ne veut rien dire, c'est très visuel. Donc le cerveau, pour cette femme, elle est repartie avec sa photo, elle a dit que ça faisait un bien fou de pouvoir exprimer des choses, et pour elle, c'est une photo d'elle, avec sa mère, en train de broder à 4 ans. Donc elle remonte dans le temps, elle rephotographie, et finalement, on reconstitue une réalité. Donc on peut créer une réalité émotionnelle, mais à partir du moment où en plus on la met dans une photo, elle existe. Donc on a vraiment un aspect thérapeutique. Alors là, ça arrive dans le cadre d'un atelier, mais voilà, ça peut arriver n'importe où. Alors, ici, c'était aussi une histoire extrêmement touchante avec la dame à gauche, donc qui était surnommée Mamie, et donc qui fait un premier dessin, c'était un souvenir, un dessin d'elle dans l'avion, dans son trajet où elle arrive en Europe avec son mari. Donc on la voit dans le hublot, elle sourit, elle est avec son mari, etc. On décide de ce qu'on va faire comme photo. Et donc chacune dessine son souvenir, et puis on se met à table et on discute, on raconte les histoires. Et à ce moment-là, le récit change, puisque la photo, c'est aussi des histoires qu'on se raconte. Et du premier souvenir, qui était un beau souvenir agréable, où elle arrivait avec son mari en Europe, c'était son premier voyage vers la Hollande, ça se transforme en « quand je suis arrivée en Europe », son mari est tombé malade, il est décédé assez vite, et donc on l'a rapatrié le corps au Maroc, mais elle n'avait pas ses papiers et elle n'a pas pu accompagner le corps de son mari pour l'enterrement là-bas. Donc là aussi, de nouveau, c'était très particulier, donc beaucoup d'émotions dans le groupe, et je dis, qu'est-ce que tu veux photographier? Puisque pour moi, c'est 2 images différentes. Donc je dis, qu'est-ce que tu veux photographier? Tu veux photographier le premier, voyage en avion, le deuxième, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle dit, le premier. Et donc, elles se sont déguisées, l'une est arrivée, là c'est extraordinaire ce qui se passe dans le groupe, parce que donc elles amènent des vêtements, elles amènent des trucs, l'une a joué le mari et tout, et séance suivante, elle est arrivée toute pimpante, avec une photo du mari, que je ne lui ai pas demandé d'amener une photo du mari, qu'elle a trimballée partout dans l'atelier, et puis elle a chopé son mari imaginaire par le bras avec une tendresse incroyable, et donc on a fait cette photo-là. Alors avec tous les problèmes de droit de l'image au choix, on va dire, qui fait qu'on ne peut pas les voir, mais elle a vécu quelque chose, où elle récupérait quelque chose de l'ordre de la tendresse par rapport à son époux, où elle pouvait repartir avec lui en voyage. Donc vous voyez, comme ça, au détour d'une photo, qu'il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, alors je vais vous passer ici, donc entre les ateliers, entre les ateliers, les femmes pouvaient photographier, je leur demandais de photographier leur vie de femme, ce qui a pu nous donner des séries de photos comme ça. Là, ce que je vous montre, c'est les photos des femmes qui ont été faites par le Wix. Il y a des choses très belles, On a changé d'univers. Donc, ce qui était intéressant aussi de faire des photos, c'est que on se rend pas, elles se rendaient pas compte de à quel point leur regard est différent. Donc c'est toujours intéressant d'emmener des personnes photographier. Donc c'est des promenades, des moments de promenade photographiques collectifs, parce qu'on peut souvent avoir des réactions, surtout quand les personnes font jamais de photos. C'est ah mais non, c'est du gâchis, on va toutes faire la même chose. Et en fait, non, il y a des regards différents. Jamais personne ne voit... On voit tous les choses différemment. Ouais. Alors, c'est marrant, mais c'est pas rien, parce qu'il faut quand même remettre ça dans le contexte. D'ailleurs, Maria, elle pourra peut-être témoigner.
c'est que c'était pas rien hein, pour donc Maria qui est là-bas, qui avait été donc la prof d'Alpha de ce premier groupe au Wills où on a fait le projet. Et si vous regardez bien, elles prennent les photos chez elles documentent bien, puis alors c'est drôle parce qu'au fur et à mesure elles s'enhardissent. Il y en a certaines qui ont photographié la mosquée, et voilà. Et c'est pas rien parce que pour certaines c'était aussi braver les questions de certains de leur entourage. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux faire des photos? Il y avait beaucoup de photos des enfants. C'est quand même magnifique ça, non? Moi, je suis très touchée par les mains serrées et toute l'importance des liens entre les... Ça, c'est très beau aussi. Hein. C'est pas rien, une photo comme celle-là. Je sais pas si enfin, quand même, hein. Donc là, il y a eu tout un travail de regarder les photos, de relever là, par exemple, on est dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus diffus, avec des effets de couleurs, on rentre dans les matières. Et c'était très intéressant c'est beau ça aussi, hein. De leur apprendre à regarder comment elles voyaient des choses. Regardez-la, va rentrer dans une autre atmosphère, hein, vraiment quelque chose de très différent. Regardez ça, c'est génial. Là, c'est une autre. Vous voyez les différences de point de vue? Là, c'est systématique. Là, c'est une autre. Vous allez voir, les cadrages sont beaucoup plus serrés. Mais qu'est-ce qu'elle se raconte? Oui, exactement. C'est ça que je pensais à l'instant. Oui, voilà. Oui, mais ça semble évidemment une image vue de l'extérieur, mais faire une image, c'est qu'il y a toute une réflexion. Tiens, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais pouvoir ramener la semaine prochaine et quand même la présence d'autoportrait, quoi. Et voilà. Et ça, c'était donc la toute première. J'ai mis volontairement quelques images puisque c'était la toute première. C'est quand on a lancé, donc fait la première exposition au Wills où ça a été présenté comme ça. Les images qui sont présentées ici, c'est plutôt les images qui ont été dans d'autres ateliers. Donc voilà, mais elles étaient assez nombreuses d'ailleurs, alors que c'était un vernissage le soir. Et il y avait aussi des... Je connais bien, c'est un ami qui a fait les photos et les effets d'ombre chinoise devant les photos avec les enfants. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Retour aux sources à son propre intérieur en fait, et à mettre en avant une partie de nous. C'était pas mal du tout, c'était un très bel exercice. Ça fait beaucoup de bien. C'est sûr. Et puis c'est fait d'une manière assez douce avec Émilie. Et ça, c'est très important. Émilie est quelqu'un de doux alors? De très douce. Et elle peut vous approcher tout doucement, quoi. Et ça fait du bien peut-être. Tout à fait. D'ailleurs, on a très vite découvert en elle la psychologue pédagogue qu'elle n'avait pas dit d'ailleurs au début. Donc on l'a très vite découvert. Par son savoir-faire et son savoir-être. À moi, ça me fait beaucoup de plaisir. Je suis venue, ça m'a donné de vieux souvenirs. Moi, je retrouvais ma vie en avance, en arrière. Je retrouvais des choses que j'avais presque oubliées. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir de partager ça avec les groupes. On a fait ça d'une façon très amusante. Avec beaucoup de patience de part de notre guide et beaucoup d'amusement. Et c'était chouette, c'était super. J'ai découvert quelque chose, un nouvel univers. C'est génial. Bravo. Moi, je ne parle pas beaucoup, c'est ça. Oh, mais on va essayer. Moi, particulièrement, ça a été pour moi comme une source de ma vie. Parce que j'avais déjà oublié et Émilie, très souple, bonne, comme une eau potable. Ça a été pour moi fabuleux, magnifique. Et quand elle a exposé vraiment les photos, je me rendais plus compte parce que ce jour-là même, je n'étais pas vraiment bien. Et ça m'a vraiment dépassé même pour parler, pour lui dire merci de tout ce qu'elle nous a fait. Et la manière dont elle a commencé, je croyais peut-être être un peu déçue, mais
comme elle était bonne, souple, elle nous a ramenés devant qu'elle et vraiment je suis très contente de voir ce travail. Ça me rend vraiment, vraiment heureuse et ça me donne le courage de m'avancer au lieu de rentrer en arrière. Je la dis vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la dire que je l'aime. Oh, carrément, carrément. Tu vas avoir des beaux messages. Hein. Mais Émilie est super, on l'a bien compris, c'est génial. Émilie, tu es super. Mais n'hésitez pas non plus à dire le chemin intérieur, qu'est-ce qui s'est passé aussi à l'intérieur de vous. En fait, pour moi, c'était déjà très surprenant quand le premier jour, parce que j'avais pas de photo, il fallait prendre une photo d'identité ou n'importe quoi. Et chacune d'entre nous devait regarder la photo et voir qu'est-ce que cette photo nous renvoie. Et ce qui était surprenant, c'est que la photo nous renvoyait vraiment une part de nous-mêmes, une part que nous, on savait, mais que l'autre ne savait pas nécessairement. Et là, c'était assez émouvant. Émouvant d'abord pour soi, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui te dévoile, mais en plus de ça, on se dévoile à soi-même au fil des jours. Parce qu'on fait des dessins, on choisit des photos par hasard. Et puis après, quand on commence à mettre des mots sur les photos qu'on a choisies, on se rend bien compte que ces photos-là, c'est une partie de nous-mêmes qu'on est en train de livrer au groupe. Et là, c'était fabuleux. Voilà. Au fond, j'étais soulagée. Ça me fait très, très, très bien. Surtout, il y avait des contacts avec la carte qu'on a montrée, la carte d'identité. On a vraiment fait un bon contact. On peut dire que ça fait du bien. Ça fait oui, beaucoup du bien. C'est ça ce que je veux dire. Ça me fait très, très bien. Et alors, tellement que ça m'a fait du bien, je me suis inscrite. Et tant qu'il y a des invitations et tout ça, je suis prête de venir. Donc voilà, donc j'ai vraiment apprécié chez Émilie, c'est qu'elle nous a fait rappeler en fait un événement, le premier événement qu'on a eu, notre premier grand plaisir d'avoir eu, je sais pas, en tant que femme. Et ça nous a fait rappeler ce qu'on avait acquis ça, mais on avait oublié. Donc elle nous a fait rappeler, ressouvenir les événements, les sensations qu'on a eues le premier jour. Pour moi, c'était ma voiture. Et, ta voiture pour mon permis de conduire, en fait, le fait d'avoir la liberté de m'amuser, tout ça. Et elle nous a fait rappeler d'aller où tu veux, quoi. Voilà, c'est vraiment la liberté en tant que femme, c'est-à-dire ne plus dépendre de quelqu'un et avoir ce qu'on voulait. Elle nous a fait rappeler en fait, l'événement que maintenant je l'ai acquis, que je fais tous les jours et que je ne me suis rendu pas du compte, donc comme ça a pu rappeler. Et aussi le projet qu'elle nous a forcé à nous faire des photos, à nous surpasser et à oser aller en avant. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment apprécié chez Émilie. Vraiment le truc. Vive Émilie, hein. Voilà. Vive vous, mais vive Émilie aussi, quoi. Oui, voilà, grâce à Émilie. Voilà. Merci à vous, hein.